Moteur! Allons-y! Moteur! Mais vous ne leur faites pas mal comme ça? Mais non, je les caresse, elles aiment ça. Alors évidemment, quand on entend ce point de départ, on se dit, mais de quoi s'agit-il? Mais enfin, vous avez entendu un peu l'accent méridional de Bobby Lapointe. Ben oui, et qu'est-ce qu'il faisait dans cette galère? On se le demande, mais c'est très amusant, c'est dans un film de Delvaux, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je parle du Rendez-vous à Bray, un film de André Delvaux. Alors, je vous ai parlé l'autre jour de la biographie de Delvaux, donc je n'insisterai pas, mais c'est vrai que Rendez-vous à Bray, ça évoque beaucoup le film des temps muets, et notamment avec un film de Louis Feuillade, qui, comme vous le savez, est né à Lunel. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a fait venir Bobby Lapointe? Je n'en sais rien. Mais il est vrai que Bobby Lapointe, qui était donc de Pézenas, était très drôle, quoi. Avait une façon de chanter qui était tout à fait particulière. Et c'est vrai que sur la fin de sa vie, il a fait ce qu'on appelle des panouilles, un petit peu, mais enfin, il a fait quelques petits rôles au cinéma, notamment dans des films de Truffaut ou de Godard, voilà. Et donc là, il est dans le film de André Delvaux. C'est pour ça que vous l'avez entendu au début. Alors, je parlais de Louis Feuillade, oui, c'est intéressant parce que il a travaillé aussi avec Alice Guy. Il faut quand même reconnaître, en plus de ça, il y a une pièce de théâtre sur Alice Guy qui se joue actuellement à Paris. Et c'est vrai que Alice Guy, c'était quand même la première grande cinéaste française. Et ils étaient très complices. Et la plupart des films qui étaient réalisés par Louis Feuillade avaient pour scénariste Alice Guy. Bref, tout ça est intéressant. Enfin, moi, je trouve parce que ça parle aussi de cinéma. Et ce qui était aussi intéressant, je vous en avais parlé, c'est que Delvaux lui-même, qui était un excellent pianiste, un type très cultivé, très intelligent, etc., c'est lui est arrivé assez souvent de musiquer au piano des films muets. Donc il était là dans la salle et il jouait pour accompagner. Et c'est là qu'il a découvert l'importance de la musique. L'importance de la musique, c'est souvent la musique qui donne le sens, pas souvent, mais ça peut arriver, ça donne le sens du plan, de ce qui est raconté à l'intérieur du plan. Alors évidemment, il s'agit pas, le cinéma, ça reste toujours l'image, mais c'est vrai qu'il y a une importance du son qu'aujourd'hui on oublie un peu. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'ai vu un film, je vous en parlerai la prochaine fois, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais si vous voulez, la musique, elle est constante, ça devient emmerdant, quoi. Elle est redondante, ça ne sert à rien. Oh là là, on se dit, mon Dieu, mais s'il pouvait y avoir un silence, à un moment, quel bonheur, quoi, voilà. Ça n'apporte rien, quelquefois, la musique, voilà. Bref, donc, tout ça pour vous dire que chez Delvaux, rien n'est gratuit, c'est un homme cultivé, qui a réfléchi à la forme, l'esthétique de la réalité. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que il a découvert, il n'a pas découvert, mais en tout cas, il a mis en valeur ce qu'il voyait, c'est-à-dire qu'il a toujours pensé que la réalité avait une part de mystère. Et on peut parler de son art, on peut dire qu'il s'agit de réalisme magique. C'est-à-dire qu'il a vu dans l'écriture cinématographique une similitude avec l'écriture musicale, comme je vous le disais, mais il disait aussi que dans le réel, il y a toujours une part d'ombre. Et donc, c'est ce qu'il a voulu nous montrer. C'est-à-dire qu'il y a toujours un épanchement du songe dans la vie réelle. Oui, encore faut-il l'avoir. Il faut le voir, ce songe. Et donc, entrer dans un film de Delvaux, c'est entrer dans une réalité qui se cherche et qui se combine avec des silences, des pages blanches, comme dans le journal, tout à fait au début, ils sont dans un train et il y a un militaire, puisqu'on est en pleine guerre 14-18, qui est en train de lire le journal. Et dans le journal, il y a des carrés blancs, des pages blanches. Il y a des moments où on ne dit pas ce qu'il en est. Et donc, c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est que dans la vie aussi, dans le réalisme, il y a des moments blancs, des pages blanches, des silences, voilà. Et donc, ça me paraît intéressant d'avoir mis ça en valeur. Et je trouve qu'aujourd'hui, où on veut tellement être réaliste et se rapprocher du réel, je pense qu'on passe complètement à côté de cette part d'ombre qui est certainement la plus importante qui soit. Donc, il faut quand même savoir que ce film dont je vous parle, de Delvaux, Rendez-vous à Bray, c'est un film qui est adapté quand même d'un roman, d'une nouvelle de Julien Gracq, Le Roi Cophetua. Et ça veut dire que quand même,
sans que le film est évidemment signé Delvaux, incontestablement, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant, et puis en même temps il fait quand même référence au roman dont il s'est inspiré, parce que dans le film vous avez un tableau qui représente justement Cophetua qui est avec une mendiante, parce que l'idée c'était ça, c'était un roi qui n'avait aucun désir pour qui que ce soit, quoi que ce soit, il s'emmerdait prodigieusement, et il avait dit, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'il se marie, il a dit bon je me marierai avec la première dont je tomberai amoureux. Et v'là-t-il pas que comme il ouvre sa fenêtre, qu'est-ce qu'il voit en bas? C'est une mendiante, et ben il dit je l'épouse. Voilà. Et alors évidemment scandale, machin, hein, et en réalité ça s'est très bien passé. Voilà. Donc tout ça évidemment est très intéressant. Et vous voyez, ça veut dire que la part d'ombre de la réalité. Vous voyez une mendiante, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre, évidemment, pourquoi pas. Voilà, donc tout ça devrait nous permettre de réfléchir. On va revenir en détail sur le film, et notamment, la première image, on voit le visage d'un jeune homme qui est filmé dans un rond. C'est l'iris. Alors vous savez que dans le cinéma muet, on utilisait beaucoup cet effet, si je puis dire. Il y avait ouverture ou fermeture à l'iris, c'est-à-dire que l'image tout d'un coup se terminait en petits ronds minuscules et disparaissait. C'était souvent pratiqué dans le cinéma muet. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, hein, on va dire que c'est un cache en forme de cercle qui met en valeur une partie de l'image. Et là, qu'est-ce qui est mis en valeur? Eh bien, c'est le visage d'un comédien, pas n'importe lequel, c'est Mathieu Carrière, qui est magnifique dans ce film, très bel homme, incontestablement, qui a un peu disparu, c'est dommage, parce que moi j'ai vu une photo de lui un peu plus âgé, évidemment, parce qu'il est comme les copains, il vieillit, et qui est pas mal non plus encore, mais il n'est pas du tout utilisé, si je puis dire, dans les films actuellement. Peut-être que lui-même fait des films, je ne sais pas exactement quelle est sa filmographie. Et donc, ce qui est intéressant, comme toujours, vous le savez, je vous l'ai dit 100 fois, on regarde un film, les premières images sont très importantes, on n'arrive jamais en retard au cinéma, parce que dès que vous voyez les premières images, vous comprenez tout du film. Et là, en effet, cette espèce d'ouverture à l'iris, où l'on voit ce visage qui est juste bien centré, si je puis dire, nous sommes dans du cinéma. On est dans le cinéma. Ça veut dire que vous allez voir un film. C'est pas quelque chose qui va se rapprocher de la réalité ou de je ne sais quoi. Le 7e art, c'est vraiment quelque chose qui doit s'éloigner de la réalité. Et donc, on est dans le cinéma. Alors, le casting, je vous le disais, est pas mal fait, parce que à côté de Mathieu Carrière, qui est d'ailleurs très focalisé, on peut penser que Delvaux était quand même très attiré aussi par cet homme très élégant, parce qu'il est élégant, mais il a aussi une sorte de froideur, ça le rend un peu énigmatique, tout ça est formidable. Vous avez Anna Karina. Anna Karina, vous le savez, c'est la muse de Godard. Et là, elle est un peu en contre-emploi, parce qu'on sait qu'elle est quand même très vivante, on l'a vu dans Pierrot le Fou, etc., etc. Mais là, elle est comme un spectre, un fantôme. Et d'ailleurs, il faut s'interroger. À partir du moment où vous voyez Anna Karina, plutôt blanche, ne parlant pas, presque statique, on peut même se demander si dans le film c'est une vision fantasmée ou c'est une vision réelle. Voilà, donc faut regarder les images et les sons et on comprend le film beaucoup mieux évidemment. Et puis il y a aussi Bulogier. Bulogier, oui, on la connaît aussi, elle a la légèreté, notamment dans ce film, d'une enfant qui s'étonne. D'ailleurs, quand on lui passe le film de Louis Feuillade, elle est là, la bouche ouverte comme ça, bouche bée. Elle est très très étonnée et en admiration de ça. On va s'écouter Bulogier, ça nous fera plaisir. Fantomas veut perpétrer un nouveau crime. Il envoie un serpent boa parcourir les tuyaux du chauffage central. Mais Juve, qui avait prévu le coup du boa, s'était bardé le corps d'une ceinture aux pointes d'acier sur laquelle le serpent s'empale par l'effet de ses propres constrictions. Mais alors, la princesse perd la raison et en pleine nuit, elle parcourt les couloirs de la villa en tordant ses bras dans le désespoir. Alors voilà, évidemment, c'est assez formidable parce qu'elle parle du cinéma, elle parle du film Fantomas de Louis Feuillade et en même temps,
c'est pas anodin, parce que cette histoire de serpent, enfin, je voudrais pas, mais enfin, c'est quand même un symbole un peu phallique, quoi. Et qui vient tout d'un coup se perforer sur la ceinture du personnage, et qui fait que la servante se balade. Ben là aussi, Anna Karina, qui joue la servante dans le film, on va la voir à un moment presque fantomatique. Julien, donc le personnage principal joué par Carrière, est à l'extérieur, et dans la nuit, et il regarde se balader avec une lampe à la main, la servante, comme ça, comme si elle n'existait pas, comme si elle était fantomatique, évidemment. Donc tout ça, vous voyez, il y a une cohérence exceptionnelle, mais à qui sait voir les enchaînements. Il y a un moment parce que l'histoire du début, enfin bon, pour les gens qui aiment bien que les choses soient concrètes, on va dire que au démarrage, ce personnage, il lit une lettre, et c'est son ami Jacques qui l'invite à venir dans la maison familiale. Bien, il y va. Mais il y va. On pense qu'il y est allé. Maintenant, il va y avoir des tas d'images à l'intérieur. Jacques n'est jamais là. Jacques ne viendra pas. Est-ce que c'était un rendez-vous imaginé par Julien? Tout ça, voilà, c'est à votre discrétion. C'est vous qui allez faire les liens entre les images et écrire votre propre scénario. Et quand le spectateur est un auteur, moi je dis bravo au réalisateur. Ça, c'est une très très bonne idée. Et donc, quand Julien est chez Jacques, donc dans la grande propriété, il y a sur le piano un morceau de piano qui a été nommé, qui est nommé Nocturne, et qui est fait en pensant à Julien. Alors Julien commence à jouer ce morceau. Et on remarquera d'ailleurs qu'il y a quelques petites notes de musique qui ressemblent étrangement à ce qu'on a entendu tout à fait au début. C'est une gamine qui chante, le ciel n'est pas pour toi, etc., etc. Et on retrouve ces parties de là, d'une enfant qui chante, et tout d'un coup on a ce nocturne, et Julien joue, et quand tout d'un coup il entend du bruit dans la maison, alors il s'arrête, il va voir ce qui se passe, il va dans la cuisine, et là, on voit la servante, donc Anna Karina, qui est dans la cuisine, en effet, mais en train de pleurer. Pourquoi pleure-t-elle? On n'en sait rien, on ne sait pas. Et donc la séquence qui suit est très étrange, puisque c'est cette fameuse séquence où il va dehors pour voir s'il y a eu du bruit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas, et il voit cette servante qui se balade comme ça, comme une fantôme derrière des vitres. Donc voilà, c'est simplement, ça doit éveiller en vous des choses, hein, c'est ça qui est intéressant. Et donc, je vous disais que ça se passe pendant la guerre de 14-18, la guerre est omniprésente, mais elle n'est jamais montrée. Et il y a même Julien, on voit qu'à plusieurs reprises, il essaie de se justifier parce que lui n'est pas à la guerre, il n'a pas été à la guerre. Jacques, oui. Jacques a été un pilote d'avion pendant la guerre, mais lui non. Alors il explique qu'il s'excuse, il s'excuse d'être présent, d'exister, d'être réel, si je puis dire, parce qu'il est luxembourgeois. Et donc la guerre, puisque le Luxembourg est resté neutre, il n'a pas fait la guerre. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que la maison, cette grande maison, elle est vide. Il n'y a que Julien et la servante. C'est intéressant parce que tout d'un coup, c'est comme s'il prenait pour lui les sentiments que Jacques lui avait expliqués quand dans cette grande maison, il lui avait dit, sa mère était morte, et il avait dit, je ne me sens plus chez moi sans ma mère morte. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, est-ce que Julien est encore chez son ami ? Est-ce que son ami est encore vivant? Voilà, tout ça se combine. Voilà, c'est ça qui fait la poésie et le point de départ de votre propre imaginaire, évidemment. Et donc, ce film va mélanger des sentiments, des moments. Il y a aussi des moments qui ne manquent pas d'humour. Hein. Je vous ai parlé de Bulogier. Là, d'ailleurs, il y a une séquence culte. Hein. Il y a une espèce de cocktail et Bulogier a son assiette avec une aile de poulet. Et alors, elle tient à la main un verre, l'assiette, machin. Elle n'arrive pas à manger son aile de poulet. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnaîtront. On n'ose pas croquer directement dans l'aile de poulet, mais on peut pas toucher ni à la fois, on n'a que deux mains, donc on peut pas avoir en plus une fourchette et un couteau. Enfin, c'est très drôle, c'est une scène qui est très très longue et ça ne manque pas d'humour, de la même façon que nous avons aussi notre ami Pissénois qui est au milieu de tout ça avec son petit accent du Midi qui est tout à fait charmant. Je parlais d'humour, oui, Bobby Lapointe incontestablement. Et ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est la construction du film. Parce que le film commence, je vous l'ai dit, avec ce visage de Julien qui est dans un iris. Eh bien, nous avons à nouveau cet iris à la fin du film. Et ça se passe justement après qu'il ait fait l'amour avec la servante. Mais après la servante, une fenêtre est légèrement ouverte, mais il y a un chardon.
On ne sait pas si vraiment les choses ont pu se passer comme on peut l'imaginer. Et il y a son visage est très lumineux, mais il est concentré sur l'iris. C'est-à-dire que il faut faire un rapprochement entre ces deux images. Après, c'est vous qui ferez le rapprochement et qui aurez les idées pour faire ce rapprochement. Et quand il sort, il va dehors, il y a un arbre, mais l'arbre n'a plus de feuilles. Et on entend au loin, parce que la bande-son est formidable, non seulement il y a des musiques exceptionnelles, mais il y a aussi des bruits. On entend un train qui siffle au loin, on entend des cloches d'église, comme au début du film. Donc vous voyez, la vie est un mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, voilà. Et ben c'est un peu aussi comme une caméra qui tourne, ou un projecteur qui tourne, 35 images par seconde, évidemment. Et après la guerre, après ce moment-là, il se dit, peut-être que Jacques ne viendra pas, il va à la gare. Et là aussi, dans ce hall qui était vide, arrive tout d'un coup, c'est là que je vous dis que la guerre, on ne la voit pas, mais on comprend qu'elle y est, puisque viennent des soldats, tous en bleu horizon. Julien entend que des aviateurs ne pourront pas décoller. Donc il se dit peut-être que Jacques n'est pas venu parce qu'il est encore à la guerre, mais il va venir. Et là, il va hésiter. Julien hésite. Partir ou rester? Attendre ou pas? Et le générique fin arrive, comme dans un film muet. Mais là aussi, ça m'a frappé parce que compte tenu des images qu'on a eues jusqu'à présent, et surtout des musiques qu'on a eues, qui étaient de la musique, il y a du Brahms, du Franck, etc. Tout d'un coup, là, sur ce générique fin, on a du ragtime. Donc c'est une mélodie très sautillante, donc c'est assez inattendu, et c'est peut-être pour un renouveau, c'est la vie, c'est quelque chose de vivant, parce que le rythme, c'est quand même la sexualité, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Donc vous l'avez compris, c'est un film. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Par ses cadrages, ses couleurs, son montage et sa musicalité. C'est un film qui a du charme, indéniablement. Donc évidemment, si vous êtes habitué à regarder des films à la télévision ou des images ou des films qui expliquent la réalité, là, vous êtes complètement à côté. Mais laissez-vous porter, par pitié, rentrer dans ce genre de films qui sont de la poésie pure. Et donc, je vous en avais déjà parlé. Donc, je suis contente d'avoir pris deux semaines de suite pour parler de André Delvaux. On écoute tout de suite encore un petit extrait. Plume de fer et plume de bois, le paradis n'est pas pour toi. La 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 Mon oiseau a perdu ses plumes, plumes de bois et plumes de fer, nous nous retrouvons. Voilà, donc là c'était évidemment le début de cette gamine qui chantait et que Julien, en se penchant par la fenêtre, voit d'en haut. Elle est en train de jouer à la marelle, elle chante, et je vous l'ai dit, cette musique de cet enfant sera reprise dans le Nocturne, écrit par Jacques. Voilà, tout ça, évidemment, il y a une espèce d'osmose totale avec toutes les images du début jusqu'à la fin. C'est un vrai film, c'est une leçon de cinéma. Donc Delvaux, c'est une leçon de cinéma. Bien, écoutez, merci Pierre-Jean, et puis donc on se revoit la semaine prochaine.